Ces derniers mois, j'ai pas été beaucoup présente sur ma chaîne, et pour cause, ma vie a pas mal changé. Et oui, je suis enceinte de mon deuxième enfant, comme tu as sûrement pu le voir dans la miniature de cette vidéo. Surprise. Sauf que cette grossesse, elle se passe pas hyper bien comme prévu. Donc c'est une petite vidéo récap où je vais te parler peu des imprévus que j'ai eu pendant ma grossesse, surtout comme tu l'as vu, la menace d'accouchement prématuré. Et ça va me permettre aussi de te parler des futurs projets de ma chaîne et ce que je compte faire, parce que comme t'as vu, j'ai fait pas mal de vidéos qui sortaient un petit peu de ce que j'avais l'habitude de faire, et j'ai très vite abandonné parce que c'était pas vraiment ce que j'aimais finalement. Donc j'en avais pas parlé sur les réseaux, mais il faut savoir, novembre dernier, novembre 2024, j'ai malheureusement fait une grossesse extra-utérine. J'ai été traitée par injection pour mettre fin à la grossesse, donc j'ai dû faire une interruption médicale de grossesse, et ce médicament là malheureusement reste dans le sang 3 mois et donne des risques de malformation fétale, donc on n'avait pas le droit de recommencer une nouvelle grossesse avant ça. Avant le mois de février, je pouvais pas. Le mois de février arrive, on va à Amsterdam, je suis indisposée pendant notre petit voyage du 14 février, génial, on adore. Mais au moins je me dis voilà, je sais que maintenant mon cycle commence plus ou moins mi-février quoi. Donc on se met pas la pression, de toute façon je sais que je suis assez fertile, monsieur aussi, hein. Enfin j'ai eu une première grossesse, une fausse couche et puis une grossesse extra-utérine, donc ça a l'air d'aller. Donc je me prends pas la tête, je réinstalle Flow sur mon téléphone pour suivre un petit peu mes cycles etc, mais sans pression. Et puis début mars, j'ai beaucoup de nausées quand même, je commence à être fatiguée quand même de manière assez importante et j'ai pas spécialement de raison. Je le dis même à mon aide ménagère en disant waouh, beaucoup la nausée et tout ça. Je dis c'est quand même bizarre parce que j'ai pas encore de retard de règles. J'étais à 5 jours de mon retard de règles parce que je sais à peu près mes cycles, je connais assez bien mon corps, donc c'est vrai que c'est assez facile pour moi. J'avais des tests à la maison qui me restaient un vendredi et monsieur se faisait opérer des ligaments croisés ce jour-là, donc je l'avais déposé à l'hôpital. J'étais rentrée avec la petite pour accueillir notre aide ménagère, donc je lui parle de ça et moi je devais repartir quand elle finissait à l'hôpital pour aller le chercher parce que c'était un hôpital de jour. Je vais attendre que Marina s'en aille quand même et je vais quand même faire un test, et je fais ce test sans vraiment grande conviction. Je le pose et puis je fais mes trucs etc. Ah oui, 2 minutes, je vais le chercher et là je vois une toute petite barre, petite barounette. J'en reviens pas, je tremble de partout, j'ai des bouffées de chaleur et je me dis mais non, pas possible, je suis pas enceinte quand même. Et en fait si, donc voilà, j'étais tombée enceinte, premier coup, premier cycle, premier coup, paf. C'est vrai que j'ai cette chance de tomber très rapidement enceinte. Je décide de l'annoncer à l'hôpital, donc je vais le chercher. J'avais fait une photo de ce test et de lui montrer sur son lit d'hôpital. Donc on était content, mais lui était dans la douleur, donc c'était assez bizarre parce qu'il avait non seulement mal parce qu'il sortait de l'opération, et en même temps il était content. Donc c'est assez étrange comme sensation, enfin voilà. Et puis à 9 semaines d'aménorrhée, je perds du sang. Vers 2 h du matin, mon monde s'écroule, je le réveille en pleurs en me disant je pense que je refais une fausse couche, je perds du sang, etc. Donc il me dit mais non, c'est pas ça. Mais je dis écoute si, perte de sang comme ça à 9 semaines, c'est souvent, ça se pose souvent en question, c'est souvent ça. Je sonne aux urgences en disant est-ce que je dois me présenter. Les urgences me disent de toute façon madame vous êtes en train de faire une fausse couche, appelez votre gynécologue demain matin, mais nous aux urgences à 2 h du matin on ne saura rien faire. Donc évidemment je m'endors en pleurs, 8 h30 du matin je sonne au secrétariat en pleurs en expliquant mon problème, et j'ai la chance d'avoir une super gynécologue qui me prend à 10 h, donc le temps de s'habiller, de prendre sa douche, de démarrer. J'arrive à l'hôpital, on regarde et là on voit en fait que le cœur bat toujours, qu'il a super bien grandi, mais qu'il y a un petit décollement au niveau du placenta. Je suis mise au repos relatif, donc c'est-à-dire que je peux bouger mais porter, pas de stress, etc. 2 semaines. On réévalue dans 2 semaines et j'ai de la progestérone 3 fois par jour pour arrêter les contractions utérines. 2 semaines après, plus de saignement, le bébé a bien grandi et elle me dit on a 11 semaines, quasiment 12 semaines, franchement ce serait ballot de le perdre maintenant, vous êtes vraiment à la fin du premier trimestre, donc on croise les doigts, mais normalement c'est une grossesse qui va tenir. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. La grossesse se passe bien, on va dire ça comme ça, beaucoup de chutes de tension etc, mais bon bref, c'est les aléas de la grossesse. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux peut-être avoir des informations sur la grossesse, comment je l'ai vécu, quels ont été mes maux de grossesse, quels ont été mes indispensables de grossesse aussi, donc tu n'hésites pas, passe commentaire est fait pour ça. Je passe le seuil de viabilité, donc ce qui est super, 24 semaines d'aménorrhée, donc 25 semaines d'aménorrhée, je me lève le matin et j'ai des pertes de sang. Évidemment, milieu du 2e trimestre, on pense plus fausse couche tout de suite, on se dit il y a quand même un problème. Je sonne à la maternité parce que du coup vu que le bébé est viable je ne dois plus passer par les urgences, donc je sonne à la maternité, je leur explique que j'ai des pertes de sang assez importantes quand même, qu'est-ce que je dois faire? Se présenter.
je me présente, ils font des tests. Heureusement pour moi, il n'y a plus de saignement, mais je contracte. Alors je sens que ça tiraille un petit peu, mais je sens pas des contractions comme quand j'avais accouché, mais je contracte de manière assez régulière. Donc on me donne de la progestérone, ce que j'avais eu au début, ça fonctionne pas. Une demi-heure après, on revient avec un autre médicament, nifedipine je crois. Elle me dit bon, ça va un peu mieux, mais c'est quand même pas la folie, on continue quand même de contracter. Malheureusement, on peut pas vous laisser repartir avec des contractions régulières parce que ça va faire bouger votre col à force. Ça peut être des contractions de travail, de pré-travail. Donc on doit vous mettre 48 heures sous Tractocil. Le Tractocil, ça se met en intraveineuse. D'emblée, je suis hospitalisée 48 heures. Ok, au top, enfin pas le top du tout, mais on me met la perfusion et on voit que 20-25 minutes après, il y a quasiment plus de contractions. Il y en a, mais franchement, elles me disent par rapport à ce que vous aviez quand vous êtes arrivé, tout revient négatif. Pas d'infection urinaire, pas d'infection vaginale, rien. Tout revient négatif. Ma gynécologue arrive, c'est elle qui était de garde, j'ai eu beaucoup de chance ce jour-là, qui ausculte et qui dit je vois pas de décollement. Pas de décollement, il va bien. Le col est long, 34 mm. On considère qu'en dessous de 30 c'est raccourci et en dessous de 25 là ça devient très très raccourci et là on met un arrêt complet. Donc je suis à 34, donc elle me dit le col est long, on ne sait pas d'où viennent les contractions, d'où viennent les pertes de sang. De toute façon on doit vous garder 48 heures pour faire la perfusion de Tractocil, donc on vous hospitalise. Vu qu'il y a quand même des contractions de travail qui ont été mises aussi, on ne sait pas pourquoi vous vous êtes mise en travail, on va faire maturer les poumons, donc on me fait 2 injections de corticoïdes pour faire maturer les poumons du bébé et on attend. Et elle me dit après les 48 heures, c'est à peu près vers mardi 14-15 heures, on attend 24, même pas 24 heures, elle me dit mercredi matin, si d'ici là il n'y a plus de contractions avec les monitoring, vous pourrez rentrer à la maison. Donc on me fait des monitoring, on met les petits capteurs, le capteur du bébé et le capteur pour les contractions, 2 fois par jour, et ça a l'air d'aller. J'ai quelques contractions, mais franchement, tranquille. Puis on est censé retirer la perfusion mardi après-midi, et vers midi et demi je leur sonne parce que je commence vraiment à contracter. J'ai le ventre tout dur, qui me fait très très mal, comme si j'avais un ventre en pierre, qui radie dans mon dos. Et là effectivement elles me disent ouais non, c'est pas trop comme le monitoring du matin ça. Donc elles regardent, elles disent oui effectivement, votre utérus est hyper contracté, il ne se décontracte même pas tellement il est tendu comme de la pierre. On appelle ma gynéco en urgence, on fait une échographie. Premier symptôme d'un décollement du placenta aussi, ça peut être un utérus qui est hyper contracté et on ne voit rien. On ne comprend pas pourquoi. Je suis en travail sous Tractocil, donc c'est-à-dire que c'est le dernier médicament possible qu'on donne pour arrêter les contractions et on ne comprend pas pourquoi je contracte. Le problème c'est que ma maternité n'est pas une maternité qui peut accueillir des enfants si petits, parce que je suis à 25 semaines quand même, 25 semaines sur 40, il reste quand même 15 semaines de formation, 40 parce que je suis en Belgique, et donc là elle me dit écoutez, je vous transfère, je vais pas avoir le choix que de vous transférer dans un plus gros hôpital ou en tout cas une maternité de niveau 3 qui peut accueillir des très très grands prématurés comme vous êtes ici, parce que nous on sait pas ce que vous avez et vous pouvez accoucher à tout moment. Donc panique générale, tout le monde commence à me faire des prises de sang de partout. Évidemment, ils essaient de me donner des médicaments, de me redonner à nouveau de la progestérone, de la nifedipine, mais il n'y a rien qui fonctionne. J'ai mal et je commence vraiment à avoir mal, je commence vraiment à stresser aussi, parce que la maternité qui est censée m'accueillir, donc on comptait me faire un transfert en ambulance, la maternité qui veut me recevoir dit non, mais le problème c'est qu'il faut être sûr que le bébé est stable, il faut être sûr que madame est stable, parce que si elle accouche dans l'ambulance, elle perd le bébé, parce qu'il n'y a pas de service de réanimation dans une ambulance, tout cas en Belgique. Donc là, ma gynécologue parle de me faire une césarienne sur place, de faire venir les néonatologues, donc 40 minutes de route dans ma maternité, pour moi me laisser après ma césarienne dans ma maternité de base, et emporter le bébé dans la maternité de niveau 3. Donc là, tout se mélange, j'appelle mon conjoint, je suis en pleurs, je suis en stress total, parce que je comprends pas ce qui m'arrive, on me parle de me faire une césarienne d'urgence, je comprends pas pourquoi, je comprends pas ce qui s'est passé, et puis finalement, on appelle le deuxième gynécologue, la situation a l'air stable, le col est toujours long, alors il a encore un peu diminué, mais il est toujours au-dessus de 30, donc tranquille. Il décide de m'envoyer alors en ambulance finalement dans la maternité niveau 3 et on voit comment on réagit là-bas pour voir s'il faut me césariser ou pas. Arrivé sur place, finalement avec tous les médicaments que j'ai reçus, tellement reçu médicaments que finalement et heureusement les contractions s'arrêtent. Donc ils me disent écoutez, vous êtes dans le service de grossesse à risque, vu vos antécédents et vu tout ce qui se passe, vous allez rester à mon avis un petit temps avec nous histoire de voir un peu ce qui s'est passé parce qu'on a un dossier comme ça qui nous tombe dessus et on sait pas trop pourquoi ni comment ni ce qui se passe. On refond toute une batterie de tests etc. On attend les résultats, puis là on arrive, il est 17-18 heures je crois, quelque chose comme ça. La gynécologue de garde arrive et dit écoutez, on va refaire une échographie en bonne et due forme, entre guillemets, au calme, maintenant vous êtes un peu calmé ici. Alors elle me dit que heureusement j'ai de la chance et que si je venais accoucher, j'ai un bébé qui est quand même au 85e percentile, donc il fait quand même 850 grammes pour 25 semaines. Il y a que 15% des bébés à ce stade-là qui sont au-dessus. Elle me dit il est vraiment dans la moyenne haute, on m'annonce quand même un bon 4 kg à la naissance, qui va changer des 2,5 kg que j'ai eu pour Jacques.
malade, ça c'est sûr. Mais elle me dit ça c'est une bonne nouvelle. Donc le bébé va bien, elle me dit c'est un gros bébé mais il est très bien proportionné. Et puis elle regarde mon col, la fameuse évolution du col, et là elle me dit ah on me vendait un 34-35 mm, sachant qu'une fois qu'on est à 0, le col s'ouvre et la tête du bébé passe. Il faut vraiment qu'il reste très long pour éviter les infections et éviter qu'il ne se raccourcisse de trop parce que sinon on perce la poche des os. Elle me dit là je suis à 25-26 mm. Je dis là vous êtes vraiment très très basse au niveau col pour un terme si petit. Là je me rends compte que en fait les contractions que j'ai eues toute l'après-midi qui me faisaient vraiment mal là pour le coup, non seulement elles étaient probablement régulières mais en tout cas elles ont enclenché le travail. Donc heureusement qu'on m'a donné tous les médicaments que j'ai eu parce que sinon je crois que j'aurais accouché. Si ça m'était arrivé à la maison, j'aurais accouché à la maison, clairement. Je me dis bon, qu'est-ce qui va se passer? Donc elle me dit vous allez rester chez nous au moins une petite semaine pour voir comment évoluent les choses et vous ne pouvez rien faire. Donc c'est aller aux toilettes, vous allonger, pas marcher, pas d'escalier, un petit peu assise, mais voilà, vous êtes une mamie. Donc de mercredi à dimanche, j'ai été hospitalisée, donc en menace d'accouchement prématuré avec des médicaments 3 fois par jour d'emblée et je ne pouvais rien faire. Heureusement des contractions douloureuses mais rien à voir avec mardi, moi je m'inquiète pas, donc ça c'est très bien. La gynécologue revient me voir le lundi matin, une semaine après, on refait une échographie, le col n'a plus bougé, vous pouvez rentrer chez vous. Je dis pas le soulagement parce que franchement c'est compliqué. C'est compliqué avec un enfant bas âge, c'est compliqué quand on n'est pas dans la maternité dans laquelle je dois accoucher et j'accoucherai d'ailleurs, j'espère. Elle est à 10 minutes de chez moi, là on est à 40 minutes donc ça multiplie les trajets pour monsieur aussi. Qu'un petit bout quand même de 4 ans, bah voilà, il faut savoir gérer tout donc c'était une période un peu pas facile. Lundi, on me dit vous pouvez sortir mais attention, vous ne pouvez rien faire. Donc pas de station de prolonger, pas marcher trop longtemps, on ne porte pas. Donc elle m'a dit votre fille vous oubliez, vous êtes une mamie. Une vieille mamie de 90 ans qui fait le moins possible si vous voulez garder cette grossesse bien au chaud parce que c'est un peu tôt. Accessoirement, pas spécialement envie d'accoucher à 26 semaines d'aménorrhée, ni 27, ni 28 même. Même si l'enfant est viable, il y a quand même une grosse probabilité de séquelles neurologiques et on va éviter d'avoir un enfant avec des problèmes toute sa vie parce que on a voulu aller faire des courses ou aller danser la lambada dans les champs. On est bien d'accord. Donc je suis actuellement en menace toujours d'accouchement prématuré. Je dois vivre comme une petite mamie. J'attends ici dans 2 semaines, enfin moins maintenant parce que je suis rentrée depuis une petite semaine pour avoir l'écho du col avec ma gynécologue parce que je peux être suivie toujours par ma gynécologue. Sauf si problème, je dois revenir dans la maternité, non pas dans laquelle je dois accoucher mais dans la maternité niveau 3 pour qu'on puisse m'hospitaliser au bon endroit cette fois-ci et pas reperdre du temps avec des ambulances etc. Maintenant qu'ils connaissent mon dossier c'est quand même vachement plus facile ou en tout cas c'est les consignes que j'ai eues. Et donc voilà où j'en suis actuellement, donc je n'hésiterai pas à vous donner des petites nouvelles et sur mes réseaux sociaux évidemment et sur YouTube encore une fois. Alors au niveau de la chaîne YouTube, qu'est-ce qui va se passer? Comme vous l'avez compris, je dois vivre comme une petite mamie, donc c'est-à-dire que les vlogs on oublie, les vidéos face cam je peux condition que je sois pas trop longtemps assise, donc j'ai dû faire des pauses pour cette vidéo ou assise évidemment, on va éviter d'avoir des contractions inutiles, c'est ridicule. Et la chaîne, j'ai envie de reprendre une chaîne beaucoup plus comme je le faisais avant, organisation, lifestyle, bien-être, grossesse du coup, je vais aborder des sujets de grossesse, sur la menace d'accouchement, une journée type avec moi, comment je fais pour m'organiser, comment est-ce que je fais avec un enfant en bas âge, comment je fais pour garder le moral aussi, parce que j'ai un suivi psychologique qui a été quand même d'emblée proposé par la maternité, parce que j'avais quand même vécu un gros choc émotionnel, l'air de rien. Alors j'ai refusé parce que je me sentais avoir les épaules, mais c'est vrai que j'aurais pu demander d'avoir un suivi, en tout cas par une psychologue, mais voilà, j'ai été hospitalisée que 8 jours finalement, donc j'en ai pas ressenti le besoin, mais peut-être donner des pistes de comment j'ai fait pour justement pas craquer et pas avoir besoin de psychologue, même si avoir un psychologue c'est ok, et si j'avais ressenti le besoin, franchement je l'aurais pris avec plaisir. Et puis l'air de rien, je pensais que ma grossesse serait tranquille, mais j'ai rien préparé. La chambre est brute, donc c'est-à-dire qu'on a encore des plaques de placo et le bébé au sol. J'ai pas de valise de maternité, j'ai encore rien acheté, j'ai pas de vêtements. On a juste mis la liste en ligne pour nos proches, pour ceux qui veulent nous gâter, et c'est tout. Je pense qu'ensemble on va préparer l'arrivée de bébé, notamment au niveau de la chambre, la valise de maternité, les vêtements, les indispensables, des choses que je garde, des choses dont j'ai eu besoin pendant ma première grossesse, des choses qui m'ont manqué, que j'ai remis sur la liste parce que clairement il y a des choses qui vont me faciliter la vie, parce qu'avec 2 enfants je pense que j'aurai moins de temps, donc j'ai tout fait pour me faciliter l'avenir, et je pense qu'il est quand même temps parce que vu que accessoirement je suis un peu plus fragile que les autres, je suis pas certaine d'aller à terme, donc faudrait quand même anticiper un petit peu les choses. Donc ça c'est pour le volet maternité sur YouTube, mais sinon je reprendrai les fameuses vidéos habitudes, les conseils, et peut-être que je les adapterai en fonction de ma vie maintenant parce que j'ai d'autres conseils que je pourrais vous donner, mais ça c'est une surprise. J'ai vraiment envie de retourner sur des vidéos qui sont plus simples, qui sont moins scriptées et qui donnent moins de stress parce que évidemment je ne peux pas m'énerver, je ne peux pas avoir de stress et ça c'est quand même difficile.
Bon, c'est pas tout ça. J'ai du travail parce que bébé arrive. Donc moins de blabla, plus de travail. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine parce que c'est tous les dimanches avec Delo sur ma chaîne YouTube. Ciao ciao!